وانا كويس جدا نوتمت مستبوغادنا جايل أندري لسكوب دهراهن دينو جبنا ماليوتنام ek onendish me wanda se stot conseil tribal mamriton de savende de drone là-dessus. Alors bonjour. En fait, je m'appelle Gaëlle André Lesca, puis je viens de la communauté Innu de Wahat-Maliotenam. Présentement, je travaille pour le conseil tribal Mamouitoun. On est basé à Spésamit. Puis, je suis ingénieure civile de formation d'abord. Puis, j'ai entamé une maîtrise en sciences d'architecture, design urbain, après avoir passé, je dirais, 8 ans sur le marché du travail. Ça, c'était un peu suite aux visites qu'on avait ponctuelles de l'école d'architecture, les professeurs et leurs étudiants qui venaient faire un tour sur la communauté, puis en baignant là-dedans, là, au fil des années, que ça m'a amené à m'intéresser justement là, à l'architecture et au design urbain. Vu que moi, je suis ingénieure, donc c'est un petit peu l'autre angle de vue là, d'un projet. Donc, c'est ça qui m'a incité à m'inscrire à la maîtrise. Puis, donc, c'est une maîtrise que j'ai terminée en 2007. Bonjour, moi c'est quoi? C'est Geneviève Vachon, je suis architecte. Je suis professeure à l'école d'architecture de l'Université Laval où j'enseigne le design urbain. J'enseigne aussi l'habitation et je m'intéresse beaucoup au processus participatif d'aménagement dans mes fonctions, dans mon enseignement aussi. J'ai dirigé un partenariat de recherche qui s'appelle Habiter le Nord québécois, auquel Gaëlle a beaucoup contribué, tout comme la communauté de Ouachak-Macmagnotenam, Mamouitoun. C'était un partenariat financé par le CRSH où on a impliqué, mobilisé les communautés Innu du Nitassinan et les communautés Inuit du Nunavik autour des questions de l'habitation, de l'aménagement culturellement adapté. Je dirige aussi un projet financé par Sentinelle Nord qui s'intitule Faire les choses autrement. Et moi, je pense que c'est de ça dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Donc, voilà, ça me fait plaisir d'être là. On recevait au conseil, moi, à l'époque, je travaillais au conseil de vente de Wahat-Maliotenam. Donc, on recevait la visite périodiquement d'étudiants et de leurs chers professeurs. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré André Cazot, Geneviève Vachon et d'autres professeurs de l'Université Laval en architecture. Ça fait longtemps, Gaëlle. Moi, je pense que je suis allée la première fois dans ta communauté. Tu travaillais déjà à ITUM. C'était en 2002 ou en 2003. J'accompagnais André qui m'avait embarqué dans ses affaires en disant, viens voir cette communauté-là, ils sont super, puis on va travailler ensemble, faire des ateliers avec les étudiants. Fait que ça fait 20 ans cette année, ça ne nous rajeunit pas. Mais j'ai fait partie de ceux et celles qui ont fortement encouragé Gaëlle à venir étudier avec nous parce qu'on était collègues, on faisait de la recherche ensemble, on avait de l'amitié. Puis Gaëlle s'intéressait à ça, puis on a voyagé ensemble un petit peu, puis on dit Gaëlle, une maîtrise en design urbain, c'est si proche, c'est si facile pour toi. Puis on a été professeur-élève, puis maintenant on est redevenus collègues, co-chercheurs. Donc la boucle se boucle. C'est ça, moi, j'ai décidé de me pencher sur un peu les représentations du territoire des Inuits, puis de voir comment ça. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait transposer, par exemple, dans la communauté ou comment faire un rappel du territoire à l'intérieur même de la communauté? En fait, j'ai fait des relevés de chalets là, ou de campements, je pourrais dire, là, proches de la communauté. Ici, à Maliotenam puis à Wahat, les Inuits, ils ont plusieurs campements qui sont vraiment situés tout juste à côté de la communauté. C'est 10 minutes de voiture. C'est à Chibit, c'est le long de la rivière Moisy. Les Inuits se sont installés là pour aller, en fait, pratiquement pour aller à la pêche au saumon, là, donc sur la rivière. Puis, c'est saisonnier, là, c'est des campements saisonniers. Puis, donc, je suis allée un peu regarder comment que les campements étaient aménagés, comment ils étaient, moi, je pourrais dire, implantés l'une par rapport aux autres, les uns par rapport aux autres. Puis aussi, j'ai choisi aussi un autre site que les Inuits occupent, là, c'est la plage de Maliotenam. Puis, ce que j'ai constaté un peu, c'est que, c'est sûr que
le territoire est encore beaucoup, c'est très ancré chez les Inuits, là, au niveau identitaire, là. Mon père, par exemple, il est né sur le territoire ancestral dans une tente. Il a 50 ans, 60 ans. Je dirais, il y a plus que ça. Lui, fait que ça fait pas si longtemps que ça quand même, c'est une génération. Hein. C'est que encore les gens vivaient là, de chasse et pêche avec leurs parents. Puis, fait que, comment aussi ça se faisait, les schémas de déplacement, c'était que, par exemple, mes grands-parents, ils partaient au mois d'août, ils remontaient en canot par les rivières, là, puis ils remontaient vers les territoires de chasse pour y passer l'hiver, tout l'hiver. Puis ils revenaient à la fin du printemps. Là. Ils recommençaient à redescendre, puis ils passaient les étés sur la côte. Là. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. Maintenant, on vit dans les communautés. Bon, c'est sûr que les gens, maintenant, leur point d'attache, je dirais, c'est la communauté. J'avais lu des documents, là, des écrits de Paul Charest, là, un anthropologue, peut-être que certains connaissent, là, qui a beaucoup écrit, là, qui a beaucoup fait d'études. Là. Donc, lui, c'est ça, il faisait l'analogie vraiment entre la communauté et un campement de base, là, du territoire. Donc, c'est un endroit d'où les gens partent, puis ils viennent pour vaquer à leur occupation, mais c'est parce qu'avant, à l'époque, comment ça se faisait, même si, tu sais, quand on se dit les gens montaient dans le bois et ils passaient l'hiver, là, il y avait des campements de base qui étaient implantés dans le territoire. Puis c'est à partir de là que les gens circulaient là, pour aller de. Souvent, la famille, le noyau familial restait au campement de base. Puis le père, mettons par exemple mon grand-père, lui, il partait de là pour aller faire sa tournée de camp de trappe. Ben, c'est ça. Dans le cadre de mon essai, c'est un peu de regarder comment on pourrait peut-être ramener un peu le territoire à l'intérieur de la communauté. Là. J'ai fait des entrevues aussi, j'ai interviewé des gens. C'est sûr que pour certains, je dirais qu'il y en a que c'est difficile un peu de faire cette analogie-là, parce que c'est comment, dans un milieu urbanisé, tu peux ramener des éléments du territoire qui sont beaucoup, que ce soit la chasse, la pêche ou même le paysage, là, avec la forêt. Donc, mais on a trouvé quand même des pistes de solutions, là, je veux dire, par rapport à les relevés que j'ai faits, puis aussi les entrevues. Là, ça m'a permis de trouver peut-être, de cibler certaines choses qu'on pouvait peut-être mettre de l'avant. Ben, ce que j'ai constaté d'abord, c'est qu'en faisant mes relevés à Chibit puis mes entrevues, là, je voyais qu'ils étaient tous positionnés par rapport à la rivière Moisy. Là, où est-ce que. Là, j'avais demandé à quelqu'un, lui, il avait aidé son père à construire le chalet. Là. J'ai dit, pourquoi tu penses que ton père il avait planté le chalet de cette manière-là, avec dans le fond, l'entrée n'était pas tout à fait vis-à-vis du chalet, mais il y avait une grande fenêtre pour voir l'eau. Là. Puis là, il dit, mon père, il devait se dire, il devait vouloir la fenêtre finalement pour regarder le monde pêcher. Puis... Fait que là, s'il voyait que, mettons, quelqu'un là, au loin poignait un saumon, ben, il devait se dire, OK, là, c'est bon, c'est le temps d'aller à la pêche sans mort. Fait que vraiment, ça a mis en lumière comme un élément qui est que je me disais, OK, tu sais, ça veut dire que vraiment encore aujourd'hui, c'est comme si c'était la quête du poisson, la quête du gibier finalement qui un peu déterminait l'implantation un peu des campements. À force de parler avec les gens, souvent les gens, ce qui me parlaient, c'était d'essayer de ramener des éléments qui permettent la poursuite des activités traditionnelles. C'était ça aussi qui était beaucoup soulevé par les gens, c'est qui peut inciter justement à la poursuite des pratiques. Là, comme par exemple, il dit que ce serait le fun d'avoir, mettons, un atelier où on répare des canaux. Fait que là, quelqu'un qui marche, ben, ça pourrait être invitant d'aller voir ce qui se passe là-bas, ça répare des canaux, que ce soit un peu central ou ouvert aux gens, là, sans être en arrière-cour puis caché. C'est comme de créer des lieux qui permettent quand même de façon informelle de pouvoir inciter les gens à observer puis à être témoins, sans nécessairement non plus y participer, mais d'activités qui permettent la pratique.
Les ponts que Gaëlle fait, ils sont super importants là, entre le sens du territoire, puis la manière de l'occuper, puis du repérage ou des indices qui peuvent s'intégrer dans la communauté en transformation pour s'y sentir un peu plus à l'aise ou bien. Fait que ça, je pense que c'est des choses qu'on essaie de faire quand on fait des projets ensemble, là, puis qu'on élabore le guide comme on a élaboré. Il y a des choses que Gaëlle découvrait, dont on a entendu parler, qui sont un peu intégrées dans tout ça. À Chébit, l'endroit où est-ce que j'avais fait les relevés aussi au bord de la rivière Moisy, je voyais que les campements aussi, ils étaient pas nécessairement parallèles à la rivière ni parallèles au chemin. C'était un peu, le campement était implanté un peu de façon un peu selon le site, la topographie difficile, l'accès, comment c'était. C'est sûr que ça fait un clash un peu avec dans les communautés, là où toutes les maisons sont alignées, les terrains sont carrés, tout est boisé à la largeur du terrain. C'est sûr que ce serait d'essayer de permettre d'avoir des lieux qui permettent justement là, de pouvoir un peu jouer sur ta maison, comment tu peux l'orienter. Est-ce que tu trouves vraiment, sous prétexte d'esthétisme, on va aller aligner les maisons, mais est-ce que vraiment, finalement, ça donne un esthétisme ou est-ce que ça pourrait pas plus être, dépendamment du soleil, du vent que tu ne veux pas avoir, le vent d'est que tu ne veux pas avoir dans ta porte? En tout cas, est-ce qu'il y a moyen, il y aurait moyen de plutôt de repenser à un autre style d'urbanisme? Je me disais peut-être que justement, les gens aussi, ce qu'ils apprécient en vivant dans les communautés d'aujourd'hui, c'est l'esprit communautaire qui se dégage. Il y a beaucoup de liens entre les gens. Puis justement, ça revient en aménagement urbain, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas créer justement des lieux qui sont plus communautaires dans l'aménagement. Au lieu de faire des rues en cul-de-sac, pour justement, sous prétexte de tranquillité, ou des rues d'aménagement où est-ce que, un peu calqué un peu sur le modèle de la banlieue, où on veut limiter les circulations, c'est des rues en spaghetti, je dirais, là, si c'est pas des accès directs, mais ça peut-être limite un peu la perméabilité du lieu, de la communauté, puis ça vient peut-être, je dirais, brimer un peu aussi l'esprit communautaire que les gens aiment, là, Je pense que tu en parles depuis tantôt, là, de la culture de l'habiter, parce que l'habiter, c'est plus grand que juste la maison. C'est aussi la manière dont tu habites, tu vis dans ta communauté, l'esprit communautaire dont tu parlais. Moi, je pense que ça fait partie de la culture de l'habiter inou. De la façon d'avoir une relation avec les vues profondes, puis de pouvoir en faire partie jusqu'à un certain point là, de ce qui nous entoure. Pour moi, ça fait partie de la culture de l'habiter. Excuse-moi, là, de quoi je me mêle, c'est toi qui as tout mis non, ça. non, mais Mais peut-être qu'on pourrait ajouter dans les maisons, ça, on a entendu ça souvent aussi, la possibilité de le vivre ensemble. C'est aussi, ça, je pense que ça en fait partie d'être dans des pièces qui ne sont pas trop cloisonnées, là, où on peut avoir moins de cloisons peut-être dans les maisons pour se voir, pour se parler, pour se recevoir. Fait que ça aussi, ça peut être un autre indice. Je ne sais pas ce que tu en penses. oui, certainement. Je pense que les maisons aussi, de plus en plus, là, c'est ouvert au niveau du salon, cuisine, pour permettre justement aux gens de se rassembler. Il y a une autre chose que tu as mentionnée, puis que je trouve importante. On a beaucoup entendu ça, cette possibilité de pouvoir pratiquer des activités traditionnelles ailleurs que sur le territoire, mais près de chez soi, voire même dans sa maison. Ça, on a beaucoup travaillé ça dans les dernières années, Gaëlle. Ça peut être des solutions assez simples, là, comme faire un petit cabanon, un atelier sur le terrain, et puis de l'arranger suffisamment bien pour qu'on puisse faire du dépassage, là, puis du nettoyage, puis de l'entreposage. Ça, je pense que les modèles de maison sont plus à l'écoute de ce genre de choses, de ce genre de besoins actuellement.
Puis, mais ça, je sais qu'on a beaucoup travaillé ça dans les ateliers qu'on a fait, de faire des pièces aussi qui sont à la fois un petit peu des pièces tempérées, hein, qui sont ni à l'intérieur ni à l'extérieur, pour pouvoir faire des activités impromptues, là, comme réparer un petit moteur ou faire des choses qui ne sont pas toutes cannées dans une pièce d'une maison, une pièce attribuée, là, un peu de flexibilité dans la façon d'occuper les lieux. Aujourd'hui, là, dans les conseils de bande, par exemple, à la communauté de Ouahad, Malakoulam, puis même aussi Pessamit, on s'en va de plus en plus dans le volet individuel. Il y a des programmes qui permettent justement aux résidents de pouvoir décider du type de logement dans lequel ils vont habiter. C'est des... parce qu'auparavant, c'était beaucoup la bande, le conseil de bande, ce qu'ils construisait, c'était beaucoup des logements sociaux. C'était presque majoritairement, là, je dirais, il y a peut-être 20 ans. Là. Puis là, de plus en plus, les gens, ils vont se chercher après à la banque, puis ça leur permet justement de choisir le modèle de maison dans lequel ils veulent habiter. Ils achètent un plan, puis ils se font construire leur maison. Donc, ça permet quand même, je trouve, ça ouvre une grande porte à avoir un logement qui est adapté à ses besoins. Il y a des possibilités aussi de faire de la rénovation, de faire de l'auto-rénovation. On a travaillé ça avec le guide qu'on avait monté. Avant le guide Innovatie, il y avait un guide de rénovation de maison. Ça, je pense que c'est une grande qualité qu'une maison on puisse se l'approprier assez pour pouvoir la modifier soi-même. Les conseils de bande, en tout cas, bref, ceux pour lesquels je travaille, eux, ils permettent quand même aux gens de pouvoir s'approprier du logement et de faire des réparations, des rénovations s'ils le veulent. Là. Je trouve que c'est un plus là, qui permet aux gens quand même d'avoir un certain sentiment d'appartenance et d'appropriation. Ça se diversifie, là, les modèles de maison. Puis ça c'est un grand plus, je pense, qui arrive dans les communautés. En tout cas, celle de Ouachette Macmillan est très avancée là-dedans, à mon avis. Mais je pense on pense qu'il peut y avoir encore plus de choix. On a regardé des fois, tu te rappelles, Gaëlle, des maisons un petit peu plus petites aussi pour les ménages qui ne sont pas rendus à avoir des grandes maisons avec des chambres pour les enfants, mais peut-être des maisons un petit peu plus petites. On a regardé les immeubles multifamiliaux, ça aussi, hein, avoir une unité locative dans un immeuble qui est implanté à la bonne place aussi dans la communauté, puis qui offre une autre façon, un autre choix d'habitation. Fait que ça, la variété dans les modèles, puis dans les façons de les approprier par propriété ou autre, là, ça milite en faveur je dirais, d'un bien-être là, dans la communauté, si je puis m'avancer là-dessus. Puis je dirais, Gaëlle, tu as fait aussi allusion la façon dont les territoires, les communautés ont été planifiées, et puis ça, ben, les auditeurs doivent bien le savoir, c'est souvent un modèle importé qu'on a utilisé de banlieue nord-américaine avec les maisons en rang d'oignon le long des rues très larges. Puis ça, on entendait dans nos discussions souvent que des fois c'est plate, hein? C'est un peu monotone. Puis de réfléchir, puis ça, je pense que ça se fait là, dans l'extension de Ouachette à d'autres formes d'organisation un petit peu plus organiques, avec des possibilités de pouvoir marcher dans les rues sans faire des boucles infinies, là, mais que ça soit agréable, parce qu'on marche beaucoup dans les communautés inou, en tout cas de mon expérience, il y a des enfants dans la rue, on se promène en poussette, fait que c'est de pouvoir marcher confortablement là, sans avoir à faire des grands détours. Ça, c'est une forme d'aménagement qui peut être intéressante. On le voit aussi beaucoup sur les photos aériennes qui parlent un peu d'elles-mêmes. Là. Quand tu regardes les photos aériennes, tu vois qu'il y a beaucoup de sentiers qui sont à travers le bâti, qui ont été faits par les gens là, en force de marcher ou de circuler en VTT. Les gens coupent à travers les maisons, à travers les terrains des gens. Fait que, ça témoigne que les gens, je veux dire, s'approprient la place, mais aussi qu'ils veulent aller avoir un accès direct d'un endroit à l'autre, sans se battre d'une trame qui doit être à suivre.
Dans les communautés, il y a aussi il y a plein d'équipements communautaires, là. Je veux dire, il y a beaucoup de bâtiments de grande qualité. C'est sûr qu'il y en a qui sont en modification, en transformation. Puis, on a fait du chemin sur les idées que Gaëlle a mises de l'avant dans son projet de design urbain, là. Tu sais, les secteurs scolaires. On se disait, mon Dieu, c'est comme partout, hein? L'école est comme dans le milieu d'un grand plateau, terrain plateau, avec des cours clôturés. Puis Gaëlle se posait comme question, mais écoute donc, c'est-tu comme ça qu'on veut c'est-tu un milieu d'apprentissage inou, nécessairement? Puis ça, tu as travaillé, tu as fait de la recherche là-dessus, puis je ne sais pas si tu vas en parler 2 secondes. Notre projet s'appelait Faire sauter la clôture. Donc, c'était de voir un peu, en jetant à terre les clôtures des cours d'école, voir comment on pourrait visiter un peu les lieux. Puis moi, en ce qui me concerne, ça s'est soldé par un projet un peu où j'implantais des cabanons. Ce qu'on remarquait, moi, ça portait sur la communauté de Matchimecouche-Lac-John. C'était finalement d'implanter des cabanons, des genres d'ateliers cabanons dans la cour d'école du secondaire. Puis justement pour permettre la pratique d'activités traditionnelles. Donc, en même temps, c'était face à la bibliothèque. C'était comme si ça devenait un lieu communautaire où il y avait un échange d'activités entre les aînés puis les jeunes. Ça permettait un peu de raviver tout ce qui est culture, mais aussi esprit communautaire. Puis, en fait, en proposant des lieux un peu moins formels que des salles de classe pour, par exemple, dépecer un animal, préparer de la nourriture justement après, là. Faire sécher de la viande. Tu disais que c'était important d'apprendre par le faire, tu sais, puis en regardant les autres faire aussi, non? C'est un peu le mode d'apprentissage là, dans le temps, à l'époque, dans le bois. C'était comme ça que nos parents ont appris. Les autres, c'était pas didactique. C'était pas tu fais ça et de cette manière. C'était pas dicté de même. Il fallait que tu regardes. C'était vraiment par observation. Tu regardes l'autre faire, puis c'est à force d'observer que tu le fais toi-même après. Là. Puis, il y a des innovations, hein, je trouve, intéressantes. Par exemple, à Malio, il y a une maison de la famille. Puis ça, je trouve que c'est un équipement communautaire qui est fait sur mesure pour accueillir et soutenir les besoins de jeunes, de familles. Puis ça, ben, ça change le portrait aussi de la communauté, là. C'est des belles innovations. Il y a des nouveautés. Il y a un centre de formation professionnelle à Ouarat qui s'est installé. Donc, les communautés, nous, sont au diapason des transformations de leur société, des ménages, tant pour les maisons qui se diversifient que pour les équipements communautaires. Parce qu'en plus des modèles de banlieue importés, là, de rues orthogonales, il y a aussi le modèle du zonage. Hein? Le zonage, ça, le zonage fonctionnel, c'est mettre les bonnes affaires aux bonnes places, puis pas trop brasser la cage, là, parce que c'est ça qui va là, ça qui va là. Puis là, on s'aperçoit aussi que des fois, c'est peut-être bon d'avoir, de rendre possible un petit commerce, une coiffeuse dans sa maison. Le travail à domicile nous le prouve maintenant avec la pandémie, là, que c'est des fois, ça peut devenir des habitats un petit peu plus soutenants dans la durée, à travers les changements dans les familles aussi. Fait que ça, je sais qu'on a beaucoup regardé les cœurs des communautés. Souvent, tu as l'école, tu as l'église, les grands terrains. Puis là, ben, quand vient le temps de se questionner, Colin, on commence à manquer de place, mettre du nouveau logement, ben, on essaye de voir, on pourrait avoir de la consolidation à certains endroits. Il ne faut pas perdre les terrains de sport, ça prend de la place, mais il y a peut-être des bouts de terrain, il pourrait s'ajouter une rue. Tu sais, c'est ça que Gaëlle disait aussi tantôt. Des fois, il faut perméabiliser, que ça soit un petit peu plus marchable. Tu sais, la marchabilité, c'est un indice qu'on connaît bien au sud, mais qui marche. On a tous 2 pattes, on a tous physiologiquement fait pareil. Fait que, puis en plus, là, il y a l'hiver, le confort de l'hiver auquel il faut penser. Tu sais, si on veut que les gens marchent confortablement, mais les grands détours. Bref, il y a toutes sortes d'opportunités de transformation, d'innovation qu'on a réfléchi ensemble. Puis c'est un peu l'esprit, toutes ces conditions-là, ces défis-là qu'on a mis sur la table, combinés avec des
des façons d'habiter autres, là, Inuits, qu'on a voulu comme se faire se croiser dans le guide d'aménagement qu'on a fait ensemble. Parce que tu te dis, Gaëlle, c'était ça l'idée, là, c'est quand il y a le temps de prendre des décisions graves, là, sur c'est coûteux, là, faire des transformations, puis percer des rues, puis construire des maisons, puis on aurait-tu moyen de se faire comme un document qui pourrait nous outiller, nous tout mieux s'informer pour qu'on puisse en jaser avec nos propres professionnels, là, vos professionnels, vous en avez des excellents, mais aussi ceux qui viennent de l'extérieur. Fait que c'est ça qu'on a essayé de faire avec notre guide Inouatia. Ben, c'est sûr qu'auparavant, dans les communautés, c'était le conseil de vente qui décidait, c'était le clergé aussi, tu sais, Maliotenam, par exemple, là, il y a l'église là, qui est vraiment centrale à l'intersection de deux artères, je dirais, principales. Puis les maisons étaient toutes échelonnées. Tu sais, les gens, ils n'étaient pas vraiment consultés. Tu sais, les maisons ont été comme, les modèles étaient décidés, puis là, bon, ben, ils offraient une maison à quelqu'un. Ben là, aujourd'hui, ça change, puis de plus en plus, on reprend un peu notre, je dirais, on reprend notre identité, on reprend aussi nos responsabilités, puis aussi nos décisions nous-mêmes là, à l'intérieur des communautés. Fait que je pense que c'est dans un désir de vouloir justement prendre sa place, puis de décider. C'est sûr qu'au niveau, pourquoi c'est important la culture, ben, je pense que ça rejoint chez les gens quand même quelque chose de personnel. Il faut qu'ils se retrouvent aussi. Puis c'est sûr que, tu sais, par exemple, là, on voit souvent, tu sais, au niveau de l'architecture autochtone, ça, tu sais, on voit souvent maintenant, tu sais, on essaie, quand on fait des bâtiments, de donner une... Ben, c'est justement pour essayer d'aller chercher chez les gens un sentiment identitaire, là, tu sais, pour que ça les rejoigne. Ça les rejoigne. Puis, c'est sûr qu'on a tendance tout le temps, là, finalement, on revient beaucoup à la forme de tipi, tu sais, avec les perches, tu sais. Mais souvent, on s'inspire de la tente là, pour pouvoir concevoir nos bâtiments. Puis pour certains, ça peut paraître, ouais, c'est simpliste ou ça peut paraître un peu une image révolue, dans le sens que c'est beaucoup utilisé. Mais je sens encore, il y avait quelqu'un qui me disait encore que lui, ben, les gens se retrouvent là-dedans quand même, tu sais, fait que les gens, c'est comme si ils se retrouvaient un peu dans ça leur dit quelque chose ou ça leur... Puis même juste le fait de, par exemple, mettre une structure de tente dans sa cour, comme par exemple, moi, j'en vois un, à partir, je regarde dehors, puis j'en ai un qui a... Juste ça, déjà, ça fait comme Inou, tu sais, puis ça me rappelle mon identité, puis je trouve ça beau à regarder, agréable, tu sais, même si il n'y a plus par exemple, la personne, il n'y a pas de toile, là, la toile a été enlevée, on voit juste les perches, là. Mais ça fait comme ça vient chercher ton sentiment d'identité, là, Inou, tu sais. Puis, fait qu'on s'est quand même, tu sais, moi aussi, à travers mon travail, là, souvent, tu sais, je participe à des projets au niveau de la conception des bâtiments, puis après ça, on fait le suivi au niveau du chantier. Fait qu'on a travaillé avec des architectes, des ingénieurs, mais c'est souvent quelque chose qu'on se pose comme question. Tu sais, qu'est-ce qui serait comme, quel élément dans ce projet-ci on pourrait amener pour que ça fasse Inou? Puis les gens mentionnent, tu sais, les utilisateurs, mettons que ce soit le secteur, par exemple, de l'éducation, que Geneviève a mentionné, ou d'autres secteurs, sans qu'ils veulent avoir un rappel de la culture ou quelque chose, des éléments identitaires là, à l'intérieur du bâtiment. C'est comme un peu quelque chose qui est comme intrinsèque. Du point de vue de l'architecte qui accompagne la communauté dans ces réflexions-là, j'ai envie de mettre le mot qualité sur la table parce que c'est quand même important là, de pouvoir participer à un aménagement, à une architecture sous l'angle de la qualité, pas juste de la résolution financière, pas juste sous l'angle d'ingénierie. Puis c'est pas facile à faire. Là, je parle de qualité de construction. Puis, les Inuits construisent, là, il y a des compagnies de construction qui sont parfaitement capables de saisir qu'est-ce que ça veut dire quoi pour eux. C'est la qualité des espaces, les espaces, oui, domestiques, mais aussi les espaces communs. Puis ça, Gaëlle en a beaucoup parlé. Il faut que ça colle aux usages.
Puis il faut qu'il y ait des signes. Hein? C'est ce que tu dis, Gaëlle. Il y a aussi la toponymie qui peut entrer en jeu, là, qui peut devenir un élément d'appropriation. C'est qualité des programmes. C'est bien beau faire des bâtiments bien construits, mais il faut que les programmes collent aussi à ce que veulent les INO. On a parlé des écoles tout à l'heure, tu sais. On a encore des écoles qui fit avec le programme scolaire de l'ensemble, mais les façons d'habiter, les façons d'apprendre ne sont pas de la même pareil. Les cours d'école, ça ne veut pas dire la même affaire. La qualité des paysages, ça, Gaëlle aussi, tu en as beaucoup parlé. La possibilité de la verdure, ça, on entend tellement parler de ça, de pouvoir en conserver, en profiter, mais ces vues profondes, là, puis d'avoir des vues vers des repères qui veulent dire quelque chose. C'est sûr que tout le monde ne peut pas habiter sur le bord du fleuve, sur le bord d'une rivière, mais il y a des façons d'aménager, de placer des maisons en tenant compte du vent, de la topographie qui peuvent contribuer dans ce sens-là. Puis les Inuits, ils détiennent ces savoirs-là. Ces connaissances-là, ils savent ce qui est bon pour eux autres, ils n'ont pas besoin de personne pour leur dire c'est quoi. Mais les cadres dans lesquels exprimer ce qu'ils veulent, ce qu'ils savent, c'est ça qui est tough, là, des cadres de développement avec des programmes, puis des tableaux Excel, puis le financement, puis des fois, ça ne fait pas beaucoup de place aux héritages, au sens qu'ils veulent donner au lieu. Puis quand en plus des consultants qui embarquent avec leur cadre puis leur calculatrice, ben, ça fait des fois des dialogues de sourds. Donc, je pense qu'il faut ajouter à ça la participation. Tu l'as dit, le contrôle, puis la participation à toutes les étapes de la conception, puis de l'environnement bâti. Moi, je pense que c'est clé là-dedans. C'est ça qu'on teste. Hein. Pourquoi nous autres? Pourquoi cette façon de travailler? Bien, je pense qu'on l'a testé. Ça prend plus de temps, c'est sûr, de prendre le temps de se consulter, puis de traduire qu'est-ce qui est dit en objectif de design, puis les ramener à la population en disant « c'est tout ça que vous vouliez dire », puis ils nous disent « non, ce que vous écrivez là, c'est blanc, puis c'est académique, puis on ne comprend rien ». Là, OK, on retourne et puis là, on amène Gaëlle et Marie, puis on dit là, comment on va dire ça? C'est comment on va traduire ce que vous nous avez dit en un objectif que le monde va comprendre. Puis on retouille ça, puis on les met, on les collige dans des projets, dans des propositions de design. Puis là, bon, on les ramène en communauté en disant bon, voici ce que c'était avant, voici ce que c'était après, qu'en pensez-vous? Puis là, c'est le temps avec les dessins, ce support-là, qui est très puissant, hein, un dessin, ça ne ment pas. Ce n'est pas une solution, mais c'est une piste. Puis là, ça donne des idées. Peut-être ça là, peut-être moins ça, plus ça. Fait que c'est le pari qu'on fait, je dirais, Mathilde, là, c'est que le design, que ce soit l'architecture, design architectural, design urbain, puis la recherche-création, ça permet de faire un travail d'intégration. D'abord, un travail de traduction, ce qui est super important, entre des aspirations vers les intentions. Puis un travail d'intégration, comme une espèce de trait d'union là, entre la recherche, mais les aspirations, les compétences locales aussi, et l'action. La maison fait partie, est sur un terrain qui fait partie d'une rue, puis la rue fait partie d'un quartier, puis le quartier fait partie. Tout ça, c'est un emboîtement d'échelle d'appropriation de l'espace. Puis c'est pour ça qu'on trouve ça important. On est architecte, là, puis ingénieur de formation, mais de zoomer puis de dézoomer un peu, là, c'est super important. Puis en tout cas, vous autres, votre métier, c'est de regarder comment les gens se sentent bien, et le bien-être, la santé, tout ça. Bien, ça ne peut pas être juste l'intérieur de la maison, avec une belle qualité de l'air et des bonnes fenêtres, là, selon nous. C'est aussi sa façon de s'implanter sur une rue. Gaëlle en a parlé abondamment. C'est l'implantation, c'est les possibilités d'avoir des vues sur des paysages, c'est la mobilité aussi. Il y a beaucoup de mobilité dans la communauté, mais il faut que ce soit fait en mode sécuritaire et dans des rues qui sont bien connectées. Bref, c'est tout ça, ça va ensemble, à notre avis. Comment tu vois l'avenir de ta communauté en matière de transformation, d'aménagement? Où est-ce que ça s'en va? Je pense qu'on est de plus en plus sensibilisé justement là, à l'importance, je pense, de l'architecture, puis je trouve
trouve ça intéressant et motivant de continuer à travailler là-dedans aussi. Peut-être, je dirais, le défi serait peut-être au niveau de l'aménagement urbain, peut-être plus de voir un peu comment amener peut-être plus du mobilier urbain, durable aussi, puis la végétation aussi, c'est peut-être notre gros défi là, de voir, parce qu'on entend souvent que même les gens de la communauté, ils aimeraient savoir des arbres à l'intérieur, un peu plus de végétation. Fait que je pense que ça demeure un défi, puis je pense que c'est quelque chose peut-être qu'il va falloir aussi réfléchir des moyens qu'on pourra se donner pour pouvoir justement avoir plus de végétation à l'intérieur même de notre aménagement. Je ne peux pas m'empêcher de dire quelque chose d'autre. Moi, je pense que ça prend plus de Gaël dans les communautés. Non, mais des jeunes qui vont s'intéresser à l'architecture, au design urbain, à l'urbanisme, qui vont se former dans ça, puis prendre complètement la charge là, le contrôle sur ce qui est souhaité comme qualité d'aménagement, d'architecture. Il y a des super constructeurs, il y a des super ingénieurs, il y a des gens en habitation qui sont fantastiques. La partie conception, ça va être, je pense, un autre défi qui s'en vient. Là. Il y a des architectes autochtones, il y en a plein, mais il faut qu'il y en ait plus, selon moi.